Des véhicules abandonnés dans les garages par leurs propriétaires pour des motifs divers. Difficultés financières, pièces introuvables sont entre autres les raisons les plus évoquées par les mécaniciens. Le propriétaire il est venu, d'abord c'est Soadé qui avait remorqué. Donc on a récupéré pour venir. La réparation on a commencé, il est arrivé un moment où les moyens l'ont manqué. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que la voiture est là. C'est quand la visite finit et le monsieur vient et dit de faire préparation de visite. Bon, après avoir démonté, quand il demande, il se trouve que le prix des pièces sont élevés. Bon, il te dit qu'ils arrivent, la voiture dure, tu l'appelles, tu n'arrives plus à la rejoindre. Donc quand la voiture reste. Quand les véhicules restent longtemps garés, les pannes s'aggravent, selon les garagistes. La voiture, même quand elle roule, il y a des pannes qui ne déclarent pas, mais quand ça dure garer, donc il y a d'autres pannes qui viennent après. Ces propriétaires qui disparaissent en abandonnant leur véhicule causent des désagréments à ces mécaniciens. Il arrive parfois où le propriétaire vient déposer la voiture, il dit j'arrive, il s'en va, il ne revient plus. Et comme ça peut faire des mois, même un an. Quand il arrive un souci au niveau de la voiture, il se présente et puis il commence à se plaindre. Ces véhicules en épave ou détruits sont souvent mis sur le marché par les mécaniciens. Comme la voiture a duré, on ne peut rien faire sur la voiture. Il y a les gens qui viennent pour payer la voiture et découpent la voiture, ils vendent ça à faire mort. Ce taulier fait de l'achat de ces voitures en panne son business. Il les achète, il les répare et il les revend. Je démonte la voiture, la partie qui sont gâtées dedans, comme tôlerie. Il retape ça bien propre, bien joli. Puis je remonte propre. J'ai la voiture qui vient de quitter en Europe. Ils sont nombreux, ces propriétaires de véhicules qui laissent leurs engins chez les mécaniciens sans donner signe de vie. Chaque année, ce sont des centaines de véhicules abandonnés. Cette rencontre scientifique va permettre à ces géographes de proposer des stratégies et des informations utiles à la prise de décision. Pendant 4 jours, plusieurs thématiques seront abordées pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce travail scientifique des géographes est soutenu par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, représenté à cette 11e édition des Journées géographiques par le ministre des Transports Amadou Koné, géographe de formation. Grâce à la géographie, j'ai réussi donc à assumer toutes les responsabilités qui m'ont été confiées. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance et en cela, j'estime que la géographie est une science plus que complète. Je voudrais, au nom de Monsieur le Premier ministre, remercier les ressortissants, les représentants des pays membres qui ont accepté de répondre à vos invitations et toujours au nom du Premier ministre, souhaiter que vous fassiez d'excellents travaux. Du 5 au 9 février, les enseignants géographes ivoiriens et leurs collègues venus de l'extérieur vont travailler afin d'aboutir à des résolutions qui seront utiles pour tous les secteurs d'activité. Nous allons parler de la question des villes durables, nous allons parler des questions de sécurité alimentaire, des questions d'environnement, santé, etc., des questions des risques. Nous allons parler de toutes ces questions en utilisant les outils et les méthodes de la géographie. La géographie doit être en permanence, en ajustement, en adaptation à l'évolution de la société et des sociétés, je dirais plus globalement. Aux côtés de leurs professeurs, les étudiants géographes attendent beaucoup de ces journées scientifiques. Nous sommes très heureux d'être prêts auprès de nos maîtres pour pouvoir bénéficier de leur savoir, en tout cas suivre leur part, voilà, parce qu'ils sont pour nous des exemples et des modèles. Le thème de ces journées géographiques est « Outils géographiques au service de l'émergence et du développement durable ». À 65 ans, Oliver Mtukudzi est la plus grande icône zimbabwéenne de l'afro-jazz. Connu dans toute l'Afrique, Tuku, son nom de scène, est désormais résolu à transmettre sa passion. Au Zimbabwe, ce guitariste autodidacte a ouvert près de la capitale une école de musique qui lui ressemble. Il n'y a pas de formation parce que ce n'est pas une école. Nous ne faisons pas de l'éducation ici. Nous nous concentrons sur le talent. Une école dit « Hé, tu ne sais pas, viens, je vais t'apprendre ». Nous nous disons plutôt « Hé, tu as du talent, viens nous apprendre quelque chose ». Mtukudzi définit le centre Pakarepai
comme un village des arts. Il n'y a ni enseignants, ni programme d'études, et surtout, pas de frais de scolarité. L'idée lui est venue lorsqu'il s'est rendu compte que les difficultés de sa jeunesse sont toujours là. Pour beaucoup de parents au Zimbabwe, la musique n'est pas une vraie profession. Pour leurs enfants, ils préfèrent la médecine ou le droit. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la guitare en même temps que l'école. Donc je venais ici pour pratiquer, j'empruntais une guitare à des amis et ensuite je rentrais chez moi. C'est pour aider des musiciens comme Rodwell que Mutukudzi a ouvert ce centre en 2004, qu'il finance lui-même. Situé sur un terrain de 3 hectares, équipé d'un studio d'enregistrement et de plusieurs scènes, Pakare Pai a servi de tremplin pour de nombreuses carrières prometteuses. C'est une plateforme gratuite qui nous permet de pratiquer et d'apprendre. Lorsque le docteur Olivier m'a découvert, il m'a dit « Vous savez quoi, vous avez une voix magnifique, mais nous devons nous en occuper ». Il m'a pris sous son aile et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre un groupe. Oliver Mutukudzi n'a pas abandonné la scène pour autant. Son 67e album sort en février 2018. « 6 février 2005, Faure Sengbe succède à son père par un jeu de passe-passe politico-juridique. Élu président de l'Assemblée, l'homme, âgé alors de 39 ans, devient aussi le nouveau président du Togo, moins de 48 heures après le décès de son père. Malgré les pressions internationales pour que la légalité constitutionnelle soit respectée à la tête du Togo, Faure Sengbe est officiellement investi le 7 février 2005. Après le décès du président Yasengbe et Yadema le 5 février, 48 heures ont suffi pour réviser la Constitution, confirmer la nomination du nouveau président et procéder à son investiture. Le 6 février, les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués pour réformer la Constitution, le code électoral et procéder à la suspension du président de l'Assemblée. 67 députés, tous de la mouvance présidentielle, sur les 81 que compte l'Assemblée, adoptent les propositions de révision des différents textes pour un vote à main levée. Le ministre des Mines et de l'Équipement, Faure Sengbe, présente sa démission et recouvre son mandat de député. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale, Fambaré Natchaba, est destitué, remplacé par le premier vice-président, Abbas Bonfo. Proposé à la présidence de l'Assemblée, Faure Sengbe accepte l'offre et est élu à l'unanimité par acclamation. Président de l'Assemblée nationale, il devient naturellement et constitutionnellement président par intérim du Togo, en charge de terminer le mandat de son prédécesseur. Cette situation est jugée inacceptable par l'Union africaine. Le président de la commission de l'UA, Alpha Ouma Konaré, parlera de coup d'État. La stabilité et la paix au Togo préoccupent la CEDEAO, qui convoque un sommet extraordinaire le 9 février à Niamey. Sur place à Lomé, une délégation de la CEDEAO est conduite par Aïchatou Mindaoudou, alors ministre des Affaires étrangères du Niger, dont fait partie Mohamed Ibn Chambas, secrétaire exécutif de la CEDEAO, est reçu par Faure Sengbe et le Premier ministre Kofi Sama. Après le départ de la délégation CEDEAO, la cérémonie de prestation de serment boudée par la plupart des pays africains et européens se tient. Elle a duré 30 minutes. La première décision prise lors du premier Conseil des ministres a été la réouverture de toutes les frontières du pays, fermées depuis l'annonce du décès de Yasengbe et Yadema. Après avoir assuré l'héritage du pouvoir, les autorités togolaises vont maintenant s'occuper des obsèques du président défunt, dont la dépouille serait déjà arrivée à Pia, son village natal, où les cérémonies devraient être organisées.